Voilà, donc en ce début d'année, bien sûr, c'est la période des vœux, je vous souhaite à toutes et tous une très heureuse année et qu'elle vous garde en bonne santé, et vous et vos proches. Je vous souhaite également pleine réussite dans vos projets et sur le plan, bien sûr, politique. J'espère que nos actions seront fructueuses et victorieuses. Donc cette cérémonie, elle est l'occasion de faire le bilan de l'année 2025. Ce que j'ai essayé avec mon équipe de synthétiser dans le 5e bulletin que vous avez sur vos chaises, je voudrais vous parler du parcours budgétaire en premier. Parce que c'est vrai que ça a débuté en octobre 2025, avec quand même, on a eu 15 jours de retard sur ce budget. Il y a eu aussi la démission de Bayrou, alors je ne vais pas revenir dessus, mais ça a été aussi un moment avec une censure qui a été fêtée un petit peu partout en France. Et un nouveau Premier ministre, donc Le Cornu, Sébastien Lecornu, qui est arrivé, qui est reparti, qui est revenu. Donc c'est vrai que c'est pas facile à suivre, hein. Je comprends que le budget, c'est... d'autant que, en fait, jusqu'à présent, on n'en avait pas vu de budget. Ils sont tous passés par 49.3. Et donc, c'est tout nouveau, ce parcours d'aller-retour et de navette du budget. Donc, en premier, celui qu'on a examiné, c'est celui de la sécurité sociale. Il a été définitivement adopté le 16 décembre en deuxième lecture par 247 voix pour et 232 voix contre. Soit 15 voix d'écart, sachant qu'il y a eu 90 abstentions. Donc ça a été un parcours aussi avec pas mal d'amendements, vu en fait les dégradations du point de vue social de ce budget. Il faut voir aussi que le budget de la sécurité sociale, normalement, ça ne devrait pas être au Parlement de le décider. Ce sont des caisses qui devraient être gérées de façon socialisée et par les citoyens eux-mêmes, en fait. Ça ne devrait pas être au Parlement de décider du budget de la sécurité sociale. C'est ainsi, mais aujourd'hui, on se rend compte d'ailleurs de l'effet que ça a et de la casse sociale que ça peut engendrer. À partir du moment où on a au gouvernement des gens qui dirigent pas pour l'intérêt général. Donc ce jour-là, ce jour du vote, on avait des représentants syndicaux qui sont venus, qui étaient aux Invalides devant l'Assemblée nationale pour protester, pour faire pression en fait sur les députés pour que ce budget ne soit pas voté, parce que tout simplement il y avait notamment un budget de l'objectif national des dépenses de santé qui était qualifié d'intenable, en fait, tout simplement parce qu'il ne répond pas aux besoins aujourd'hui des hôpitaux publics. C'est l'ONDAM, pour ceux qui connaissent, qui ne savent peut-être pas, c'est ce qui pilote en fait l'instrument principal qui pilote les dépenses de santé en France. Donc ça, il faut voir que chaque année, il fixe le plafond d'évolution des dépenses prises en charge par l'assurance maladie, qu'il s'agisse des remboursements de soins, du financement des hôpitaux et de la médecine de ville. Et ce plafond, vous l'entendez peut-être parfois, il est exprimé en milliards, soit en pourcentage d'augmentation par rapport à l'année précédente. Et donc, ce pourcentage, en fait, il n'était pas à la hauteur des besoins. Alors ce qui s'est passé, puisque je vous ai donné le nombre de voix, c'est qu'on a un groupe socialiste, le groupe socialiste qui, dans sa majorité, a voté pour ce budget. Tandis que les écologistes se sont abstenus. Donc c'est vrai qu'on a, même au groupe La France Insoumise, on a eu des discussions pour montrer en fait que le fait d'être dans l'opposition, on ne pouvait pas en fait valider le budget proposé tel qu'il était en plus, avec des coupes dans notamment ce qui était prévu, les décrets qui étaient prévus qui ne sont pas passés, que ce soit sur le thermalisme, avec des baisses de remboursement des soins thermaux, ou que ce soit sur les restes à charge sur les médicaments notamment. Qui était prévu aussi par la ministre de la Santé, Madame Rist.
Bon, malgré tout, c'est un budget qui est passé, et on le regrette aujourd'hui, et on voit qu'il y a eu de nouveau des mobilisations dans la rue de médecins. Alors il y a eu plusieurs mots d'ordre, mais dont celui sur le budget de l'hôpital public qui est à l'os, quoi. Parce que quand ces personnes sont venues manifester, ces représentants syndicaux, ces agents hospitaliers sont venus manifester, ils nous ont interpellés sur leurs conditions de travail. Et on se rend compte qu'en fait, il y a une grande souffrance. Quand ils ne peuvent pas soigner les gens correctement, c'est une grande souffrance. Donc il y a les soignants, mais il y a aussi tout le personnel autre, hospitalier, administratif, etc. Mais ça n'a pas réussi à faire replier certaines. Donc au final, c'est quasiment 6 milliards de coupes budgétaires sur la santé. Donc concrètement, ce sont des lits en moins d'hôpitaux, parfois des services aussi qui ferment, ou qui ne peuvent plus fonctionner. C'est des difficultés pour fidéliser aussi des personnels dans les EHPAD publics, alors que les besoins sont immenses pour répondre à une population vieillissante et en perte d'autonomie. Il y a des maladies chroniques aussi qui sont en augmentation, et aussi un développement technique, médical, et l'inflation qui fait que, c'est ce qui nous a fait dire aussi, et avec des chiffres tout simplement, que le budget de l'ONDAM n'était pas à la hauteur des besoins. Nous avons aussi besoin d'une loi grand âge. Ça, c'est demandé depuis plusieurs années. La prise en charge, comment est-ce qu'on prend en charge aujourd'hui une population en France qui est vieillissante, l'autonomie, comment on finance aussi, comment on fait en sorte que le reste à charge pour les personnes soit le moins important. Aujourd'hui, une maison de retraite, c'est 2 500 € par le petit bout, quoi. Donc, qui va pouvoir se payer ça aujourd'hui, quand on voit aussi le mal qui est fait aux retraités, avec des pensions qui sont parfois en dessous du seuil de pauvreté, et même de façon assez courante. Donc ces personnes-là, la maison de retraite, c'est soit il faut vendre la maison à ce moment-là, et aujourd'hui on voit que des retraités sont obligés de vendre leur patrimoine pour pouvoir être pris en charge dans une maison de retraite, et ça c'est inadmissible. Donc je veux dire, c'est une responsabilité collective, la prise en charge de nos personnes âgées, de la même manière qu'on doit prendre en charge collectivement les enfants issus qui sont à l'ASE aujourd'hui, avec des budgets qui sont catastrophiques, et des enfants qui sont livrés à eux-mêmes. Enfin, on voit des situations dramatiques sur l'ASE. Des départements qui n'ont pas les moyens ou qui ne les mettent pas, mais souvent c'est que l'État s'est complètement désengagé là-dessus. Voilà, donc je reviens sur le département. Sur le département, il manque bien évidemment, comme partout, du personnel hospitalier dans les établissements. C'est difficile de les fidéliser. On voit en discutant avec des responsables syndicaux qu'ils ont du mal aussi à garder les personnels même en CDI. Des jeunes qui arrivent qui lui disent non, moi je reste un an, quelques mois, et qui repartent, quoi. Donc ça c'est aussi un problème. C'est pareil avec des internes. Garder les internes pour que les médecins restent sur le département, c'est aussi un défi, quoi. Il y a la concurrence aussi entre les salaires des médecins du public et des privés, avec un alignement qui est quasiment impossible sur la radiologie, par exemple. Sur la radiologue, ce sont des professionnels de santé que le public a du mal à garder, tout simplement parce qu'ils ne peuvent pas s'aligner sur certains salaires. Voilà, donc, et l'État aujourd'hui ne répond pas du tout là-dessus. La ministre, elle est inexistante sur ces sujets. Mais je pense aussi bien évidemment au personnel administratif et technique, notamment dans le médico-social, parce que vous avez dû entendre parler aussi de la prime Ségur, que certains n'ont pas pu bénéficier. Je suis dans les chiffres là, parce que j'avais quelques chiffres, notamment sur le décalage de la retraite, parce que vous avez entendu aussi ça, vous avez entendu que c'était une suspension de la réforme de la retraite, mais en fait c'est pas du tout le cas, puisqu'en fait la réforme de la retraite à 64 ans a été votée
quand on a voté, on nous a proposé cette suspension, tout ce décalage, en fait, c'était aussi le fait d'entériner la retraite à 64 ans. Donc, c'était pas impossible pour nous de voter ça, quoi. Donc, c'est ce qui a été négocié avec le groupe socialiste, notamment, cette non-censure du gouvernement Le Cornu par le décalage de la retraite, mais il se fait sur le dos, en fait, de tous les pensionnés et des malades. Et en plus, cela a conduit l'Assemblée nationale, donc je vous dis, à voter la retraite à 64 ans. C'est aussi, dans le PLFSS, c'est aussi, donc le projet de loi de finances de la sécurité sociale, c'est aussi 1 milliard de taxes sur les mutuelles qui vont bien évidemment être répercutées sur les bénéficiaires des mutuelles. Tout simplement parce que c'était prévisible, en fait, ce genre de choses. Il y a eu une baisse aussi dans le PLFSS, il y a aussi une baisse des allocations familiales. Il y a la fiscalisation des indemnités journalières des patients en ALD. Ça touche quand même 14 millions de personnes. Il y a... voilà, j'ai mis etc. Mais il y a aussi d'autres... vous pouvez aller voir tous les éléments tout ce qui touche la population aujourd'hui. Mais malgré toutes ces coupes budgétaires, il manque 20 milliards de recettes, notamment à cause de la baisse des cotisations patronales, parce que la sécurité sociale, ce sont des branches qui sont aussi financées par les cotisations patronales, et le gouvernement d'Emmanuel Macron n'a cessé de baisser en fait ces cotisations sans les compenser en fait. Et donc ils nous font payer à nous tous ces baisses de cotisations patronales. Sans compter aussi la proposition, enfin c'est la proposition du Rassemblement national qui lui voudrait carrément, pour augmenter le salaire net des salariés, supprimer totalement les cotisations. C'est leur solution. Pour augmenter le salaire net, on va supprimer les cotisations sociales. Donc c'est la mort de la sécurité sociale, mais bon, là on sait de toute façon que pour eux c'est pas quelque chose de très important. Sur ces sujets économiques, ils sont sur la même longueur d'onde que la Macronie. Eux, ils y rajoutent le racisme, la guerre contre toute la fonction publique. Mais en fait, ils sont sur la même longueur d'onde. Et on le voit d'ailleurs sur les votes. Sur les votes, souvent, c'est la roue de secours de la Macronie, parce que le bloc central n'est pas là, ils ne sont pas présents. Eux, ils sont un peu plus nombreux, et donc, ils votent les articles de la loi de finances pour lesquels on s'oppose. Eux, ils sont là pour les sauver, quoi. Donc quand j'entends Le Cornu qui dit que nous on bloque, que l'AFI bloque, que le RN bloque, c'est faux. Le RN ne bloque pas les propositions de la Macronie. Au contraire, il les accompagne. Mais voilà, eux, ils rajoutent leur touche, c'est toujours la faute des immigrés, et leur touche raciste, xénophobe, homophobe, et contre le droit des femmes aussi, on le voit régulièrement. Donc voilà, c'est un groupe qu'on combat tout le long de l'année. Et qu'on va combattre la semaine prochaine sur une niche parlementaire de la droite républicaine qui est absolument horrible, avec des textes notamment qui attaquent le droit de grève, des textes qui attaquent le 1er mai, un texte de loi pour obliger, pour donner l'autorisation aux patrons de faire travailler le 1er mai. Enfin voilà, donc il va falloir être présent pour qu'il ne manque aucune voix contre ces textes-là. Il y a des textes très racistes aussi. Donc je vous invite à suivre cette niche parlementaire. Donc en conclusion, sur le budget de la Sécu, je dirais que le socle même de ce magnifique conquis social de l'après-guerre, et que l'on doit à Ambroise Croizat, chacun cotise selon ses moyens et reçoit selon ses besoins, et chaque année un peu plus attaqué. Il nous faut comprendre, il nous faut le comprendre déjà, le fonctionnement, et le défendre, parce que la Sécu, c'est une caisse de plus de 600 milliards qui échappe totalement au marché financier. C'est plus que le budget de l'État. Et c'est ça qu'ils attaquent, en fait, systématiquement.
Donc il faut vraiment lutter, il faut se battre pour garder notre système de solidarité qui fait aussi le socle de notre pays, la République. Donc nous en commémorons aujourd'hui, c'était en 2027, les 80 ans de la sécurité sociale, et à cette occasion, je vous rappelle qu'il y aura des projections de films sur le département à la fin du mois. Donc vous avez un petit flyer qui vous rappelle toutes ces projections. Je sais qu'à Bagnères aussi, alors là c'est organisé par l'UDCGT, à Bagnères il y aura une projection, mais j'ai pas la date, peut-être que s'il y en a qui ont la date, il y en aura une à Bagnères aussi. Et je voulais revenir aussi sur la médecine de ville et les déserts médicaux, parce que ça c'est un sujet aussi que je suis à l'Assemblée, dans un groupe de travail transpartisan. Il faut urgemment mettre en place des centres de santé avec des médecins salariés. On va se sortir en fait des déserts médicaux par ce type de projet, de décision. Mais alors il faut des moyens, il faut donner des moyens aux communes, il faut aussi que l'État, la puissance publique mette en place des médecins salariés pour que les gens n'aient plus à faire 40 km pour aller voir un médecin généraliste ou un spécialiste, malheureusement aussi aujourd'hui. Voilà, la grande oubliée des politiques publiques de santé, c'est aussi la prévention, parce qu'on a de plus en plus de maladies chroniques qui sont liées à la malbouffe, voilà, entre autres pollution, notamment dans le cadre professionnel. Je pense à l'exposition à l'amiante, c'est toujours pas réglé, aux pesticides, aux produits chimiques. Donc ça me permettra aussi de faire le lien tout à l'heure avec la question agricole. Et on voit qu'en fait, quand on a un programme politique, il faut qu'il y ait cette cohérence, retrouver cette cohérence entre les éléments. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si on va vers un modèle agricole agroécologique, eh bien, ça a un impact, on met en place des cercles vertueux, que ce soit au niveau de la pollution de l'eau, que ce soit au niveau de l'alimentation des maladies chroniques, comme je viens de le dire, les choses se tiennent. Voilà. Et il faut faire des économies à la sécurité sociale et on s'en porte nettement mieux, quoi. Donc je vais continuer sur le budget de l'État qui lui a été rejeté. Donc alors là il n'y a pas eu photo. Ça a été 404 voix contre. Donc il y en a eu une, mais c'était peut-être une erreur. Il manquait d'ailleurs ce jour-là plus d'une centaine, parce que 404 voix, ça ne fait pas la totalité des députés, donc il manquait essentiellement les députés du bloc macroniste qui ont préféré ne pas venir. Voilà, on voit un peu leur niveau de courage quand même par rapport au soutien qu'ils ont à leur président de la République. Ils ont préféré ne pas venir que de voter un budget sur lequel ils ne sont pas vraiment d'accord, et puis après il faut qu'ils aillent quand même le justifier aussi sur leur circonscription. Donc ça aussi c'est compliqué, parce que les députés sont élus sur les circonscriptions, pas à l'Assemblée nationale. Et donc en fait c'est un vrai musée des horreurs, ce budget d'injustice sociale, car pour maintenir en fait le déficit en dessous des 5%, le gouvernement a fait le choix d'épargner les minorités ultra-riches et les multinationales de ce pays. Il y a eu un rapport, vous en avez entendu parler, du groupe PCF au Sénat, donc qui a montré les cadeaux qui sont faits à l'ordre de 211 milliards par an aux multinationales sans contrepartie. Et aujourd'hui, ce sont des entreprises qui licencient systématiquement sans rendre l'argent. Alors j'ai entendu que Michelin, quand même, en fait, ils ont fini par rendre l'argent du CICE parce que ils ont été quand même bousculés. Mais sinon, la plupart ne le font pas, et ils n'auraient même pas dû à le rendre. Ils n'auraient même pas dû avoir à le rendre. Ça aurait dû être quelque chose qui soit dans une convention, quoi. Bref, voilà, donc on en est là aujourd'hui, c'est-à-dire qu'en fait, on a une minorité qui s'enrichit sur le dos de la majorité de la population. Il y a 2 rapports qui vont sortir, je crois que c'est demain, le rapport d'Oxfam, qui montre que depuis 2017, les 150 plus grosses fortunes de ce pays, elles ont doublé leur richesse depuis 2017. Ils l'ont doublé.
Et la semaine prochaine, là, par contre, ça sera le rapport, je crois, du Secours populaire. Et donc là, on bat des records de pauvreté. On est à Cannes, aujourd'hui, l'INSEE, c'est 15,4% de taux de pauvreté, c'est historique. Donc vous avez des gens qui basculent parce que l'énergie augmente, les loyers augmentent, et les prestations sociales et les salaires soit stagnent, soit plutôt baissent, puisque s'ils ne sont pas indexés sur l'inflation, c'est comme si vous aviez une baisse de salaire. Et les retraites aussi, bien évidemment, les retraites qui ne rattrapent pas forcément l'inflation. Donc tout ça, c'est une baisse de pouvoir d'achat et une paupérisation et un appauvrissement d'une large part de la population, quoi. On l'a vu en 2018 avec les Gilets jaunes, ça a été une alerte. On a vu des gens sortir dans la rue parce qu'en fait, ils ne pouvaient plus vivre dignement. Et rien n'a été résolu depuis. Donc ces gens, ils sont toujours là, ils existent, et leur niveau de vie s'est même dégradé. Voilà. Donc c'est inadmissible d'entendre qu'on ne peut pas mettre de taxes humaines parce que, soi-disant, les riches, les ultra-riches vont quitter le pays. Ce qui est totalement faux, en fait, c'est démontré. Et que ça touche même pas la fortune, ça juste touche qui vont s'enrichir moins vite. Voilà. Et bien là, c'est pas possible. Là, c'est pas possible. Par contre, prendre dans les poches des retraités, prendre dans les poches des collectivités territoriales, là, c'est possible. Et on l'a vu en 2017, quand Emmanuel Macron, enfin, il a donné la couleur quand même, quand il a été élu, ça a été suppression de l'ISF et baisse des APL. Et aujourd'hui, on a des étudiants qui sont dans des grandes difficultés aussi de pauvreté, des étudiants pour qui il faudrait une allocation d'autonomie, tout simplement, parce que en fait, là aussi, c'est une responsabilité collective de la société. Qu'est-ce qu'on propose à nos jeunes, quoi. Et aujourd'hui, moi j'ai honte de mon pays de voir qu'on laisse des jeunes à l'aide alimentaire, comme des retraités à l'aide alimentaire et comme beaucoup trop de monde. Voilà, donc je vais continuer la liste, parce qu'il y a aussi les postes d'enseignants. Les postes d'enseignants, alors c'était 4000 postes, là j'ai entendu le Cornu, ce ne serait que 2000, bon bref. 110 millions de coupes budgétaires dans les missions de service public de la Poste, aussi, ça a été annoncé. Les missions locales aussi, qui sont services publics. Il y a si les coupes budgétaires qui ont été annoncées, elles sont appliquées, ce sont ici sur le département, par exemple, 9 postes. 9 postes en moins pour des jeunes qui sont en rupture avec parfois la famille, qui sont en échec scolaire, qui ont quitté le système scolaire et qui ont besoin d'un accompagnement spécifique que ne peut pas forcément remplir France Travail. Il faut qu'ils soient accompagnés. Et donc, voilà, c'est dramatique d'aller chercher sur ces services publics qui sont extrêmement importants. On a vu aussi ici des bureaux de poste fermés, le Prado, il n'y a pas très, très longtemps, le Barcadieu, etc. Enfin, on pourrait faire la liste aussi dans les communes rurales, quoi. Les collectivités territoriales, alors là, c'était aussi moins 7 milliards les collectivités territoriales sur le budget de Le Cornu. Donc il faut savoir que la DGF, ce qui sert aussi à faire fonctionner une bonne part de notre économie, puisque les premiers investisseurs en France, ce sont les collectivités territoriales et l'État. Donc quand vous coupez les budgets des communes, vous empêchez certains projets de se faire et donc des artisans de ne pas travailler. Voilà. Et on le voit qu'il y a des projets qui sont retardés au lieu d'être faits l'année N, ils sont faits l'année N+1 ou N+2 ou N+3 parce qu'il n'y a pas le budget. Le fonds vert aussi. Le fonds vert, c'est ce qui sert à la transition écologique pour les communes. Là aussi, c'était moins 500 millions. Je cherche aussi le sport, bien évidemment. Le sport fait partie des ministères qui sont concernés par les baisses de budget. La culture, c'est la dernière roue du carrosse. Voilà. Et on est aussi loin des 3 milliards nécessaires pour lutter contre les violences faites aux femmes. C'est rappelé chaque année.
Et ça devait être une grande cause nationale, mais on sait ce que ça devient quand c'est annoncé par Emmanuel Macron. Et même l'agriculture, même le ministère de l'Agriculture dont on parle en ce moment, son budget était prévu en baisse. Donc là, c'est des coupes budgétaires dans l'administration, dans les, et aussi de tout ce qui est en fait chambre d'agriculture. Hein. Voilà. Donc, avec mon groupe parlementaire, on a défendu des mesures pour renforcer, développer les services publics qui sont essentiels à la vie des habitantes et des habitants. Localement, on sait, il y a Charles Refauteau, ici maire de Basilla, qui sait, hein, il y a des écoles qui ont fermé, des classes qui ferment chaque année. Ça a été 8 suppressions de classes en 2025. La DAZEN nous avait convoqué avec les parlementaires en nous annonçant 3 postes. Je dois rendre 3 postes, mais pour rendre 3 postes, elle a fermé 8 classes, parce qu'elle avait aussi besoin de titulaires remplaçants, elle n'en avait pas. Donc voilà, donc on a chaque année, et c'est ce que je lui ai dit, de toute façon, vous nous annoncez ça, mais ça sera chaque année, et cette année, il y aura de nouveau des classes qui vont fermer. On attend la carte scolaire, mais je pense qu'on va lui réclamer des postes de nouveau, avec des mobilisations à Trie-sur-Baïse. C'est une commune qui fait des efforts considérables pour accueillir des familles, pour faire des constructions nouvelles. Il y avait un projet avec le PH, mais pas on leur ferme une classe. Donc, c'est assez décourageant, quoi. Il y avait beaucoup de monde d'ailleurs en soutien à cette classe, que ce soit des syndicalistes qui étaient présents aussi, des représentants syndicaux. Il y avait des élus, il y avait des habitants, il y avait des enfants, enfin voilà, les gens se battent hein, dans les territoires ruraux. Et on le voit aussi avec les hôpitaux, avec des services d'urgence comme à Bagnères, quand un service d'urgence en ruralité il est attaqué, c'est des dizaines de kilomètres qu'il faut faire. Donc, qui est fermé aujourd'hui à Bagnères. Donc en fait, le président Macron s'est mis dans une impasse, c'est tout simplement ça aussi, hein, s'est mis dans une impasse depuis qu'il a décidé de faire la dissolution de l'Assemblée nationale en juillet 2024 et qu'il a refusé le résultat des urnes, hein, puisque si vous vous souvenez, au second tour, c'est le nouveau Front populaire qui avait gagné les élections et il a refusé de reconnaître en fait cette défaite, sa défaite à lui, parce que lui, il a vraiment perdu les élections. Et d'ailleurs, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais Darmanin avait dit quelque temps avant que si c'était le Rassemblement national qui gagnait, ce que d'ailleurs était annoncé par tous les sondages, eh bien, il les laisserait gouverner. Darmanin avait dit ça. Ça a été le nouveau Front populaire. Là, personne n'a gagné. Tout d'un coup, personne n'avait gagné, quoi. Donc on voit en fait comment il piétine la démocratie et vu des pays de l'Europe, c'était quand même, c'est passé pour quelque chose de particulièrement aberrant. Donc depuis, il cherche avec ses premiers ministres successifs, donc il y a eu Barnier, puis Bayrou, puis maintenant Le Cornu, à faire passer son projet politique minoritaire dans l'Assemblée et dans le pays. Avec mon collègue, donc Pierre-Yves Cadalin, nous avions animé une réunion publique pour montrer à quel point la Ve République est à bout de souffle et sur la nécessité d'une 6e République avec une Assemblée constituante. Et on voit aujourd'hui que de plus en plus, en fait, on contourne, tout est fait pour contourner les décisions du Parlement, que ce soit par décret, parce que les décrets servent à ça aussi, hein. J'ai parlé tout à l'heure des termes, hein, la baisse du taux de remboursement pour les personnes en ALD. Aujourd'hui, c'est remboursé à 100%. Donc, ils voulaient le passer à 65%. Et pour les patients classiques, qui ont droit à une cure thermale, ça serait passé de 65% à 15%. Donc ça, c'est un décret qui n'a pas été signé par la ministre de la Santé Rist, mais ça revient chaque année. Il y a un amendement chaque année qui revient sur la suppression de remboursement des cures thermales. Donc ici, sur les communes de montagne qui ont souvent moins de 5 000 habitants, ça représente une économie réelle. Ça serait vraiment dramatique par rapport à l'emploi, par rapport à la vie économique locale. Et donc il faut repartir chaque année au combat là-dessus. Donc la semaine prochaine, on s'attend à, je ne sais pas trop à quoi en fait, soit un 49.3,
soit des ordonnances, soit un vote, mais ça paraît plus... parce qu'ils veulent tenter de faire voter le budget, si j'ai bien compris aussi, en annonçant des mesures. Alors il va y avoir un discours de l'economie, mais le vote du budget me paraît complètement impossible, vu qu'il a été largement battu. Pour remonter la pente, ça va être, même avec des mesures qui pour l'instant ne sont pas entendues, les mesures qui ont été 50 € sur la prime d'activité, les postes d'enseignants. Alors c'était 4 000 qu'ils voulaient supprimer, donc là ils en supprimeraient plus que 2 000, puisqu'ils ont dit qu'ils en mettaient 2 000. Ils en accordaient 2 000. Enfin bref, voilà, donc c'est une espèce de marchand de tapis. Des négociations qui se font dans les couloirs avec l'IOT, avec le PS, c'est pas du tout, c'est pas la démocratie, ça. C'est pas possible. Et en plus, ils nous accusent de bloquer. L'AFI, le RN nous bloquer. C'est pas vrai. Moi, la semaine dernière, on était en train de voter le budget. Il y avait des amendements, on était en train de dérouler des séances se faisaient sur le budget. C'est lui qui a arrêté. C'est lui qui a arrêté et a dit stop, on arrête le déroulé du budget. Donc, il n'y avait pas de blocage. Donc, c'est vraiment, en fait, une façon de faire dévier en fait la responsabilité autrement que sur le gouvernement lui-même, qui, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, était dans une impasse de leur propre décision. Et je voudrais terminer quand même aussi sur donc suivez la semaine prochaine, parce que moi je ne sais pas non plus ce qui va se passer. Donc je suis comme vous, alors on est un peu plus informé sur tout ce qui est un peu technique par rapport aux ordonnances, 49.3, etc. Mais après, on ne sait pas ce qu'ils vont faire. Voilà, donc ça sera aussi mais en tout cas, on va batailler pour se débarrasser de ce gouvernement, se débarrasser du président de la République, si c'est possible, le plus tôt possible, pour revenir, en fait, pour sortir de cette impasse. C'est la seule solution. La dissolution, en fait, ne va faire qu'accentuer ce qui se passe, l'impasse qui est actuellement. Et donc, on avait mis des motions de destitution de Macron, mais là aussi, c'est quand même, il faut le savoir, c'est quand même Marine Le Pen qui avait bloqué au bureau le fait qu'on puisse débattre de ça, même si le parcours aurait été un peu long, on aurait pu au moins le débattre à l'Assemblée nationale. Elle a refusé, puisque ça devait être voté au bureau et qu'elle s'y opposait. Voilà. Donc moi je voulais revenir quand même sur les mobilisations des agricultrices et des agriculteurs, parce que ça a été quand même quelque chose d'important en 2024-2025, et là on revient sur à nouveau une mobilisation par rapport à l'abattage total, puisque le département a été concerné. Il y a eu un abattage de troupeaux sur le nord du département, à Luby-Belmont exactement. Alors ça n'a pas été 200 vaches comme dans l'Ariège, mais quand même c'est sur les paysans, ça a un impact économique bien évidemment, mais ça a un impact aussi psychologique. Un troupeau, c'est pas uniquement un alignement de vaches, c'est aussi un travail qui est fait parfois de génération en génération, et donc on voit que ça marque les personnes. Donc d'ailleurs il y avait une demande de la part de ma collègue Manon Meunier, qui a beaucoup suivi le sujet, sur le suivi psychologique de ces agriculteurs. Il n'y avait toujours rien, quoi. Donc s'ils ne sont pas encadrés, soit avec des collègues, soit avec la famille, ça peut être dramatique. Donc la gestion de la dermatose nodulaire contagieuse bovine par la ministre de l'Agriculture, et elle a été catastrophique. Donc ça a été à coup de répression. Dans l'Ariège, vous avez vu, ça a été un hélicoptère, ça a été des blindés, ça a été des gaz lacrymogènes, des coups de matraque. J'ai discuté avec un agriculteur sur le rond-point il n'y a pas très longtemps, qui était là-bas. Pourtant, bon, c'est des grands gaillards quand même. Et il m'a dit, mais moi je suis revenu traumatisé de ce qui s'est passé là-bas. Il y a eu ce discours-là des personnes aussi qui sont revenues de Sainte-Soline. Il y avait eu des témoignages ici sur le département. Ça marque parce que c'est violent, ce sont des armes qui blessent, qui mutilent. Et donc, c'est le but en fait. C'est leur manière de négocier. On va écraser les personnes qui contestent la décision. Nous, on sait, alors que en fait,
Il y a un protocole alternatif qui avait été proposé dans l'Ariège, signé par toutes les organisations syndicales agricoles, toute la FNSEA compris, quoi. Et ils ont tout de même envoyé. Et ça a soulevé l'indignation et des mobilisations partout en France, sachant qu'il y avait eu quand même 3000 bêtes tuées en Savoie et Haute-Savoie, en amont, et que là aussi il y avait un protocole qui avait été proposé, ça avait été refusé. Donc tout ça a mis le feu aux poudres, plus le traité du Mercosur, le traité de libre-échange qui arrive, en fait, qui a été signé aujourd'hui. Il y avait une mobilisation tout à l'heure, ce matin, ce début d'après-midi, au Méridien, organisé par la Camp paysanne du 65, parce que ça aussi, c'est complètement aberrant aujourd'hui. C'est-à-dire d'aller chercher de la viande bovine à l'autre bout de la planète, qui est élevée dans des conditions de traitement des animaux, environnementales, sociales, complètement disproportionnées, enfin, déloyales par rapport à ce qu'on a, les normes qu'on a ici en France et en Europe, on ne peut pas l'accepter. Voilà. Et c'est inacceptable. Donc aujourd'hui, il y a des batailles encore partout en France contre ce traité de libre-échange, parce que ce n'est pas terminé, ça doit passer au Parlement européen. D'ailleurs, il y a une pétition qui circule là-dessus. Ça doit passer au Parlement européen pour le 21, je pense que c'est 21. Et donc, il faut faire pression sur nos parlementaires européens pour qu'ils refusent de valider ce traité de libre-échange. Alors, ce n'est pas le seul, il y en a plein. Il y a une bataille depuis des années sur les traités de libre-échange. Il y a eu le CETA. Alors, le CETA, quand on les entend, ils nous expliquent mais ça se passe très bien, le CETA. En fait, non, ça ne se passe pas bien. Ça ne se passe pas bien parce que d'abord il avait été proposé justement par le groupe communiste au Sénat, et il avait dans leur niche parlementaire, si je me souviens bien, et il a été rejeté. Mais il n'est jamais revenu à l'Assemblée nationale. En fait, ils ne veulent pas qu'on les vote ces traités de libre-échange. Donc, si ça allait si bien pour tout le monde, je ne vois pas pourquoi on les refuserait. Donc, c'est que, justement, ce n'est pas le cas. Donc, ils préfèrent contourner le Parlement, l'Assemblée nationale, le Sénat, et par contre, le Parlement européen doit se prononcer. Alors, je ne sais pas totalement quel impact ça aura. Je me renseigne là-dessus, si ça peut suspendre. Si ça peut suspendre l'application, mais je ne crois pas. Par contre, ce qui pourrait suspendre l'application, c'est la Cour de justice européenne. Et donc là, il y a aussi une pétition qui circule qui est l'ICE, c'est une pétition européenne pour suspendre ce traité de... Donc il faut utiliser tous les outils démocratiques dont on a en main. Hein. C'est ce qu'on fait aussi à l'Assemblée. Hein. Localement, nous, on essaye d'utiliser les questions écrites au gouvernement, aux ministres. J'ai remis, il n'y a pas très longtemps, directement en main un courrier des lycéens du lycée Jean Monnet, que j'ai rencontré pendant les mobilisations des agriculteurs. Eux, c'est le futur, en fait, de l'agriculture. Donc, ils se questionnent sur leur avenir. Et à la fin de discussion, ça m'embêtait de partir de là et d'en rester là. Je leur ai dit, il faut que vous mettiez par écrit tout ce que vous m'avez dit. Et à la rentrée, certainement il y aura la ministre dans l'hémicycle parce qu'elle va être interpellée sur le Mercosur, et je lui remettrai là votre courrier directement. En fait, moi je peux faire ça. Et finalement, c'est ce que j'ai fait. ça tombait bien, elle était là, et donc j'ai remis le courrier, elle l'a eu en main. Donc nous, on peut faire ça. S'ils avaient envoyé la lettre directement, je ne sais pas où elle aurait atterri, quoi. Donc, alors je ne sais pas ce qu'elle en fera, en tous les cas, elle l'a eu en main. Et donc, il faut être à l'écoute de ces jeunes qui ont envie de reprendre soit la ferme de leurs parents, et soit d'être des primo-installations. Il y en a beaucoup, en fait, qui sont des primo-installations, qui n'ont pas de famille dans l'agriculture, mais qui ont envie d'aller dans un métier qui a du sens. Mais pour ça, il va falloir remettre à plat, en fait, aujourd'hui, déjà un protectionnisme de notre système agricole, parce que tous ces produits qui rentrent
de façon déloyale, c'est plus possible. Donc si on veut vraiment avoir des paysannes et des paysans qui vivent dignement de leur métier, il faut les protéger. Il faut les protéger, faire en sorte que les marchés publics soient orientés vers les marchés publics de nos écoles, des lycées, collèges, soient orientés vers l'agriculture locale. Il faut que nos enfants mangent sainement. Il faut revenir sur une agroécologie. Enfin, tout ça, c'est un programme, en fait. Mais là, le problème, c'est qu'on a la FNSEA, qui est un syndicat qui est organisé depuis très longtemps, hein, et qui est, comme le dit d'ailleurs la Confédération paysanne à juste titre, en cogestion avec le gouvernement. Et ça, on le voit. On le voit parce qu'ils ont tout de suite une oreille attentive à leurs revendications. Et d'ailleurs, ils ont instrumentalisé les mobilisations sur le Mercosur et sur la dermatose nodulaire bovine pour faire avancer leur agenda. Pour rencontrer la ministre et pour lui demander il nous faut ça. Et on le voit d'ailleurs, la loi d'urgence agricole, c'est des mesures comme ça alignées, il n'y a pas de cohérence, il n'y a rien sur le revenu, il n'y a rien sur le fait de vivre dignement de son métier, il n'y a rien sur les politiques publiques de relocalisation. Par contre, il y a de nouveau des attaques sur les normes environnementales, avec, comme on l'a vu avec la loi du plomb, hein, avec l'acétamipride, les néonicotinoïdes qui ont heureusement été retoqués par le Conseil d'État, Conseil constitutionnel, non, c'est le Conseil d'État. Bref, donc retoqués, mais par contre tout le reste est resté. Et tout le reste, c'est la vision en fait du syndicat majoritaire agricole, la FNSEA, cette vision qu'il faut être compétitif, qu'il faut être dans la compétition globalisée mondiale. Et donc agrandir les fermes, les produits, couper les haies, etc., etc. Et donc ça veut dire, on avait plus de 2 millions d'agriculteurs à l'après-guerre, on en a 400 000 aujourd'hui, et ça veut dire qu'on va aller vers 200 000 agriculteurs. Quoi. C'est ça leur vision. Et c'est pas ça qu'ils disent à leurs adhérents quand ils sont devant eux. Ils disent ça, en fait, ils disent ça avec Macron. Quoi. Parce que le patron de la FNSEA, Rousseau, il a des filiales au Brésil. Et donc lui, le Mercosur, ça ne le gêne pas. Donc ils ne sont pas représentatifs des agriculteurs qui manipulent depuis des années. Mais bon, voilà, donc ils ont une oreille attentive du gouvernement, et même localement. Hein. Moi je vois très bien que localement aussi il y a une oreille attentive de ce syndicat majoritaire de la part des administrations. Quoi. Voilà. Donc je vais en finir peut-être maintenant sur la question de l'abattoir, parce que l'abattoir, c'est aussi un long combat depuis des années, l'abattoir de Bagnères. Je suis actuellement là, sur un texte avec des collègues, alors là c'est transpartisan, c'est bien parce que c'est un sujet quand même qui rassemble, sur le pastoralisme, pour lutter contre le déclin du pastoralisme. Et là aussi on voit que les questions par exemple de dérèglement climatique, eh bien, ça se recoupe avec des propositions qui ont été faites par l'Observatoire pyrénéen du changement climatique de favoriser ce type d'élevage. Parce que quand vous avez des animaux en montagne, eh bien, c'est autant les estives, ce sont des territoires qui ne sont pas... la forêt ne gagne pas. Donc, il faut préserver ce pastoralisme et du coup, préserver aussi nos abattoirs de proximité. Donc les abattoirs de proximité, c'est un vrai désastre. Il en ferme un tous les mois, il y a un abattoir de proximité qui ferme. Donc là aussi, c'est un abandon de l'État, alors que c'est un service public. Donc dans cette loi, je compte bien qu'on mette un article concernant le travail d'ailleurs sur les abattoirs de proximité. Voilà.
Bon, voilà, moi je vais en finir là. Je vous ai parlé du taux de pauvreté, donc c'est un combat, c'est une priorité hein, 2026, vraiment une priorité de sortir de la mouise de tous ces gens, en fait, que la Macronie s'acharne encore à mettre la tête sous l'eau. Voilà. Donc, beaucoup de sans-abri, des logements vides, enfin, il y aurait de quoi faire. Voilà, donc sur la circonscription, donc, je vous ai présenté mes assistantes qui reçoivent, alors là c'est sur rendez-vous et sans rendez-vous, donc parce qu'on est ouvert, voilà, alors ça a des avantages et des inconvénients, mais plutôt des avantages parce que en fait en étant sur Bagnères et en étant plein centre, ville et rez-de-chaussée, et bien notamment en période vous voyez, de cure thermale, on a des gens de partout qui viennent, qui peuvent nous voir. Et c'est très sympa, qui sont sympathisants de la France Insoumise et qui passent nous voir et nous saluer. Alors c'est pas toujours le cas parce que j'ai eu aussi des tas en 2025 sur ma permanence. Bon voilà, j'ai eu droit au fumier aussi au moment de la loi du plomb. Et je remercie d'ailleurs les gendarmeries qui réactivent systématiquement lors de ces actions-là. Je les remercie. Voilà, donc je suis prête et vous pouvez donc continuer à compter sur moi pour toutes les batailles à mener et fidèle au programme pour lequel j'ai été élue quand même en 2024 et je vous invite à continuer donc la discussion autour du buffet.